de recevoir Jean de La Rochefoucauld. Bonjour, Bonjour Marine. bienvenue à cette émission, c'est la première fois que je vous reçois. Vous publiez chez Perrin une biographie consacrée au duc de Bourgogne, un ouvrage que j'ai vraiment dévoré, un personnage que j'avais l'impression de connaître et puis j'ai finalement découvert énormément de choses grâce à vous, une étude vraiment passionnante et évidemment une première question, vous vous êtes intéressé à ce personnage, pourquoi lui? Alors, à vrai dire, c'est une proposition que m'a faite l'éditeur. Perrin, j'ai Voilà, oublié de le préciser. voilà, j'avais réédité en 2021 un livre d'un de mes arrière-grands-pères, Robert d'Harcourt, sur le nazisme, un livre qui s'appelle L'Évangile de la force. Et à la suite de ce travail, Perrin m'a dit qu'ils avaient ce projet de biographie du duc de Bourgogne. Donc, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est un personnage qui m'intriguait et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que voilà, j'ai décidé de relever ce défi. Oui, et alors, est-ce que familialement, vous aviez des archives qui parlaient de ce personnage au travers du La Rochefoucauld de l'époque, puisqu'ils se sont rencontrés, hein, il y avait un La Rochefoucauld, Oui, alors je dis dans le livre que le duc de Bourgogne a été reçu à Liancourt, c'est ça? Liancourt dans l'Oise, qui était un château aujourd'hui disparu, mais qui appartenait effectivement à ma famille à cette époque. Mais non, malheureusement, j'ai interrogé du reste voilà, un archiviste qui connaît bien bah, les documents de notre famille conservés notamment en Charente et qui m'a dit que voilà, il n'en avait pas trouvé trace et de même à Liancourt. Mais c'est vrai que j'ai pu consulter en revanche certains fonds privés conservés à Pierrefitte, par exemple le fonds Gramont, dans lequel on trouve des correspondances du duc de Bourgogne et du duc de Gramont de l'époque, ou alors le fonds Vaugué, le marquis de Vaugué au 19e, qui avait consacré aussi des études au duc de Bourgogne. Donc quelques fonds privés voilà, recèlent encore des documents sur le duc de Bourgogne, mais malheureusement, voilà, je n'ai pas pu trouver pour ma famille Mhm. des documents spéciaux. Alors, Jean de La Rochefoucauld, je vais vous poser une question qui peut vous paraître peut-être personnelle, mais vous verrez qu'elle n'est pas du tout. Il n'y a pas de curiosité privée ou intime, absolument pas. Mais lorsqu'on lit votre biographie, et je m'en étais déjà fait la remarque en lisant des biographies sur le duc de Bourgogne, sur Condé, sur ces grands de l'Ancien Régime qui côtoient les quelques très grandes familles de la France de l'Ancien Régime, dont les La Rochefoucauld font partie, on, on mesure tout de même avec difficulté, pour nous, hommes du XXIe siècle, ce que pouvait être ce monde où tout tourne autour de la personne du roi et de ce que le roi va penser de ce que l'on fait. Et quand je dis ça, je n'utilise même pas ces mots pour parler de courtisanerie. C'est pas dans un esprit courtisan, c'est dans un esprit, c'est constitutif de ces familles ou de ces êtres que de vivre dans la pensée de ce que le roi peut concevoir de nos actions. Vous qui êtes donc un descendant d'une de ces familles, est-ce que c'est un point sur lequel l'homme du 21e siècle que vous êtes, engagé dans la vie professionnelle, est-ce que c'est une réflexion que vous vous faites? Qu'est-ce que ça pouvait être? Peut-être pour mieux préciser, oui, il y a une historienne que j'aime beaucoup, qui est une spécialiste de Louis XIII, qui a été la directrice des fonds privés des Archives nationales, Françoise Hildesheimer, qui nous disait à ce micro que quand elle écrivait sur Louis XIII, elle se réveillait le matin en se disant jamais je ne pourrais savoir ce que c'est que de se lever en se disant je suis le roi très chrétien. Eh bien, voilà, vous voyez un peu l'état d'esprit de ma question. Qu'est-ce que c'était quand on était un La Rochefoucauld ou une grande famille ou un duc de Bourbon, encore autre chose, que de se lever en se disant ma journée va s'articuler autour de la perception qu'aura le roi de ce que j'ai fait. Alors c'est très difficile en 2025, je pense, d'essayer de se mettre dans la peau de ce qu'un homme du XVIIe ou du XVIIIe siècle pouvait éprouver.
Euh, L'impression que j'ai pour essayer de vous répondre, c'est que euh, évidemment la figure du roi dominait tout d'une certaine façon, et du roi dépendaient les charges, les grâces, enfin beaucoup de... Donc pour un homme de l'époque, le service du roi était vraiment primordial. Et je pense que donc un respect naturel était voué à la figure du roi. Mais je pense que pour les familles que vous citez, dont la mienne, qui avait quand même, disons, une longue habitude de fréquentation du roi, euh, alors je ne dirais pas que ce serait déplacé de le dire, mais je ne dirais pas qu'une certaine familiarité existait, mais par exemple, le duc de la Rochefoucauld à l'époque avait la charge de grand maître de la garde-robe, c'est-à-dire qu'il assistait quasiment tous les jours, sauf quand il n'exerçait pas sa charge, mais au lever du roi. Et donc, il le voyait très fréquemment. Et, et d'ailleurs, Saint-Simon parle de ce duc de la Rochefoucauld, le fils de l'auteur des Maximes, comme de l'ami du roi. Et donc, je pense que voilà, il pouvait exister euh, des liens qui, comment dire, peut-être n'allaient pas jusqu'à l'amitié, mais en tout cas une forme de connivence. Et il y avait aussi des aspects de génération. Par exemple, je dis dans ce livre que le duc de Bourgogne, qui était né en 1682, avait comme camarade de jeunesse, si je puis dire, le petit-fils de ce duc de Rochefoucauld dont je vous parlais, qui portait le titre de prince de Marsillac, qui était né en 1681. De même que le grand dauphin, père du duc de Bourgogne, était lié à son, comment dire, au La Rochefoucauld de sa génération. Euh, donc c'est des liens qui traversaient aussi les générations et les siècles. C'est difficile d'imaginer, je pense, les rapports qui pouvaient s'établir à l'époque entre tous ces personnages, mais dans cet horizon de la cour, tout était, voilà, tout gravitait autour du roi. Et en même temps, ce que je trouve intéressant dans le personnage du duc de Bourgogne, aussi dans l'étude du duc de Bourgogne, c'est que euh, sa vie s'inscrit à la fin du règne de Louis XIV. Et donc, pour tous ces personnages, se pose la question de l'après-Louis XIV. Et cette question ouvre le jeu parce que à la cour, évidemment, euh, à l'époque de la vie du duc de Bourgogne, finalement, ces courtisans, ces personnages se demandent ce qui se passera à la mort du roi, et d'où cette sorte de peut-être, enfin, concurrence, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, on sent que le grand dauphin d'un côté, son fils de l'autre, peuvent attirer des gens de leur génération, ou disons, peuvent susciter auprès d'eux leur propre cour qui est intéressée, évidemment, qui pense à l'avenir. Et donc voilà, je pense que se représenter, enfin en tout cas c'est ma conception des choses, mais se présenter Versailles ou la cour de France comme un univers où tout serait complètement figé autour de la personne du roi, je pense serait erroné, que les choses étaient beaucoup plus vivantes que ça. En tout cas, votre biographie rend cette cour très vivante et ces personnages dignes d'un très grand intérêt. Mais c'est vrai que nous en reparlerons, mais dans le cas de cette période que va traverser le duc de Bourgogne, de 1682, date de sa naissance, à 1712, date de son décès, on est dans une période où on peut dire que jusqu'en 1710, année de la naissance du futur Louis XV, on a l'impression que le roi ne mourra jamais. Mmh. Et puis, il y a une espèce de patatras sur 4 ans qui, au contraire, là, on a l'impression que tout s'effondre parce que tout le monde meurt. Et là,
progressivement, tous les dés sont à relancer presque mois après mois. Hein. Olivier Chaline a écrit l'année des 4 dauphins. Nous avons connu l'année dernière, nous, l'année des 4 premiers ministres. Mais cette année qui s'échelonne sur évidemment 1711-1712, qui est l'année des 4 dauphins, c'est terrible. Hein. C'est vraiment pour la cour de France et pour Louis XIV, c'est terrible. Mais alors, notre duc de Bourgogne, situons-le, puisque il est, on peut le dire sans anachronisme, il est un peu le moment où Louis XIV et la France se trouvent dans une situation extraordinaire où 4 générations masculines sont en place, assurant enfin, vraiment la reconnaissance de la bénédiction de Dieu sur les Bourbons. C'est quand même exceptionnel. Oui, alors vous l'avez dit, la fin du règne de Louis XIV est marquée par de nombreux deuils, mais avant cette période, effectivement, le royaume de France apparaît comme béni de la Providence parce que on se rappelle que, évidemment, à la mort d'Henri IV, à celle de Louis XIII, le royaume de France a traversé 2 périodes de régence, de minorité de l'héritier de la couronne, tandis qu'à la naissance du duc de Bourgogne, le 6 août 1682, 3 générations, puisque le grand dauphin est né en 1661, 3 générations coexistent, ce qui n'était pas arrivé depuis le règne de François Ier. Et puis, effectivement, ensuite, avec la naissance des fils du duc de Bourgogne, donc 2 fils qui ne vivront pas, mais ensuite, effectivement, Louis XV, le 15 février 1710, 4 générations vivent en même temps, dont 3 en âge de régner, enfin Louis XIV évidemment régnant, son fils le grand dauphin et le duc de Bourgogne qui est en âge de régner. Donc c'est vrai que l'avenir paraît très assuré et c'est effectivement c'est dans une époque où on peut voir des signes facilement, c'est forcément pour les contemporains une forme, effectivement, comme vous l'avez dit, de bénédiction. Alors 1682, c'est en plus une année intéressante, puisqu'on verra d'ailleurs que le duc de Bourgogne présente pas mal de premières fois, hein, puisque c'est la première naissance à Versailles, c'est le premier baptisé à Versailles. Donc on est dans une période d'installation de la monarchie à Versailles, dans ce qui peut nous paraître maintenant normal, mais qui ne l'était pas, et dans une période où la cour, autour de Louis XIV, s'installe dans des conditions qui vont quand même durer presque 40 ans, parce que 1682-1715, on a presque 40 années, plus de 30 ans en tout cas, d'installation, ce qui, encore une fois, est énorme. Il faut quand même toujours se dire que nous vivons à l'ère du quinquennat et que donc 30 ans, c'est 6 quinquennats, donc c'est énorme. Oui, c'est vrai que le rapport au temps n'est pas du tout le même aujourd'hui que ce qu'il pouvait être à l'époque. Et effectivement, cette installation à Versailles marque, donc à la fois inaugure finalement une nouvelle étape du règne et en même temps s'inscrit aussi dans une période très heureuse pour la France parce que c'est l'époque de conquête. Enfin, la paix de Nimègue en 1678 a sanctionné la conquête de la Franche-Comté. Strasbourg a été annexé en 1681. C'est aussi une époque florissante où le développement des manufactures par Colbert, par exemple, a permis l'enrichissement du royaume. Donc, c'est vrai que la naissance du duc de Bourgogne s'inscrit dans ce contexte. Et vous avez raison, on est dans ce temps long où finalement des politiques au long cours ou de grands dessins peuvent se déployer parce qu'on n'est pas borné par
des échéances électorales. Oui, bien sûr, oui. Alors, ce duc de Bourgogne, j'avais oublié, cette, question de titulature concernant, le nom de duc de Bourgogne. C'est un titre qui revient, chez les Bourbons et que l'on peut réattribuer, qui n'a pas été attribué depuis longtemps. Alors, peut-être juste pour nos auditeurs, rappelons-leur que donc Louis XIV a eu, un fils, le grand dauphin. Mmh. Ce même grand dauphin aura lui 3 garçons qui vont vivre, hein, Mmh. et ces 3 garçons, le duc de Bourgogne en est l'aîné, hein. Oui. Donc cette titulature de duc de Bourgogne, qui est évidemment une titulature temporaire puisqu'un jour il sera appelé à être dauphin, est une titulature qui peut lui être redonnée à l'issue justement de paix, Oui. récentes, concernant le règne de Louis XIV. Oui, alors c'est vrai que quand on parle des ducs de Bourgogne, on songe, spontanément à ceux qu'on appelait autrefois les ducs de Bourgogne de la maison de Valois, c'est-à-dire les descendants du roi Jean de Lebon, enfin, jusqu'à Charles le Téméraire. Et on se rappelle que la fille de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne, épousant Maximilien de Habsbourg, a fait passer ce titre de duc de Bourgogne chez les Habsbourg. Et, et c'est un titre particulièrement prestigieux parce il renvoie à ces grands ducs de Bien Bourgogne, sûr. évidemment, qui des Flandres jusque voilà, dans les provinces françaises, contrôlaient un immense territoire. Et donc, je vous parlais de la paix de Nimègue en 1678. Cette paix de Nimègue fait suite à la conquête de la Franche-Comté en 1674. La Franche-Comté, le comté de Bourgogne. Et donc, symboliquement, c'est aussi pour le roi de France, euh, finalement, euh, reprendre ce titre. Alors, ça se passe au travers d'échanges de lettres, mais reprendre ce titre au roi d'Espagne, c'est symboliquement plusieurs choses, c'est-à-dire marquer que toute la Bourgogne est revenue dans le royaume de France, Franche-Comté comprise. Et puis, c'est aussi une façon symboliquement voilà, de marquer la prééminence de la France en Europe. C'est la fin du siècle d'or espagnol, si je puis dire. Et donc, ce titre de duc de Bourgogne, qui a frappé les contemporains, ce que je dis dans le livre, c'est que le titre de duc de Bretagne, qui est le titre que le duc de Bourgogne donne à l'aîné de ses fils, enfin, un fils qui ne fit pas, mais avait été envisagé, et que ce titre de duc de Bourgogne voilà, finit par s'imposer et a vraiment valeur de symbole. Mmh. Et alors, je me suis posé la question, je n'ai pas cherché, et si vous n'avez pas la réponse, ça n'est absolument pas grave, mais je me disais, l'hôtel de Bourgogne, ce fameux hôtel de Bourgogne où on Mhm, jouera Molière mhm. avant d'aller au Palais Royal, enfin là où est la Comédie Française actuellement, c'était lié à quel souvenir, à au duc de Bourgogne, celui dont vous nous parlez, Non, non, non? non, c'était à ceux que Joseph Calmette appelait les grands-ducs de Bourgogne. Mais voilà, alors effectivement, c'était un point que je n'ai pas D'accord. exploré, donc je ne veux pas Oui, vous dire de oui, moi bêtises. j'ai pas cherché non plus, mais après je me suis dit Mais finalement, on emploie souvent, vous savez, ça fait oui, oui. partie Mm, des faits d'histoire que l'on répète sans oui, parfois même se demander quelle est exactement leur signification. oui. Et je me suis dit, bah tiens, finalement, cet hôtel de Bourgogne, Mm. Non, mais d'où sort effectivement, alors cette dans appellation? la topographie parisienne, la rue de Bourgogne, dans le 7e arrondissement, près de l'Assemblée nationale, porte le nom de mon personnage. Ouais. Mais effectivement, l'hôtel de Bourgogne renvoie au duc de Bourgogne de la maison de Valois. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, très bien. Donc c'est plus ancien et encore plus historique. Alors, en fait, ce duc de Bourgogne, donc qui est l'objet de votre biographie, puisque je rappelle que vous publiez chez Perrin une biographie du duc de Bourgogne et que j'ai le plaisir de vous recevoir, Jean de la Rochefoucauld, aujourd'hui pour en parler. Euh, Ce qui est
évidemment aussi très intéressant dans votre biographie, c'est que se pose très vite la question, puisque nous avons la chance de connaître la suite de l'histoire, nous, de ce qu'aurait été évidemment le règne Mmh. d'un duc de Bourgogne, comme on peut légitimement se poser la question, qu'est-ce qu'aurait été un règne du grand dauphin si Mmh. Louis XIV avait eu une longévité moins importante que celle qu'il va connaître. En tout cas, pour l'instant, suivons-le un peu dans ses débuts. Et c'est tout de même un enfant qui va naître dans une cour un peu particulière, puisque ses contemporains, qu'il va d'ailleurs suivre tout au long de sa vie, sont des enfants qui sont, à part le grand dauphin, mais qui sont issus d'une liaison doublement adultérine du grand-père, hein, Mmh. que vont être le duc du Maine, Mmh. le duc de Vendôme, dont il subira Mmh. parfois, et puis la présence de Madame de Maintenon, puisque Mmh. Marie-Thérèse meurt en 1683, hein, si je ne me trompe pas. Mmh. Donc très vite, de Oui. toute façon, Mmh. Oui, la oui. grand-mère n'est plus là. Mmh. Donc c'est quand même une cour un peu compliquée d'un Mmh. point de vue des relations. Mmh. Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que sa mère, Marianne de Bavière, meurt en 1690, hem et que son père, le grand dauphin, apparaît assez absent. Ah oui. Heu, quand on quand on lit, les mémorialistes de l'époque, que ce soit Saint-Simon bien sûr, mais aussi, le marquis de Sourches ou d'Anjou, hem, il ne mentionne pas beaucoup d'activités communes du grand dauphin et du duc de Bourgogne. Alors le grand dauphin, chasse beaucoup avec le dernier de ses fils, le duc de Berry, mais le duc de Bourgogne est moins porté, sur la chasse et je dirais pour, rejoindre votre, réflexion que, effectivement le duc de Bourgogne, que ses contemporains décrivent comme assez farouche, dans son enfance, dans sa première jeunesse, tient ce caractère peut-être un peu solitaire du fait de, finalement heu, d'être isolé parce qu'évidemment il a 2 frères, mais il perd sa mère, très tôt. Hem, les autres princes, le comte de Toulouse, par exemple, n'est pas beaucoup plus âgé que lui parce qu'il est de 1678, donc il aurait pu, et évidemment, il les fréquente, mais en même temps, ce n'est pas la même chose d'être l'héritier de la couronne et d'être, hem, comme dirait Saint-Simon, le fruit d'un double adultère. Pour ce qui est du comte de Toulouse, qui est l'enfant de madame de Montespan et de Louis XIV. Et et donc c'est vrai que peut-être, même s'il est proche de ses frères, de toute façon son statut d'héritier de la couronne, l'isole par nature, donc Mmh. Mais non seulement ça l'isole, enfin, c'est quand même, dans une époque, comme la nôtre où on fait peut-être de la psychologie un peu trop, mmh, hem, mmh, en revanche, à l'époque du duc de Bourgogne, on n'aborde pas ces questions de la même façon, mais c'est vrai que cet enfant, est quand même dans une situation compliquée et qui va l'être encore plus lorsque son frère, mmh, juste en dessous de lui, va devenir, roi d'Espagne. Il est quand même dans une situation où il est l'héritier de la couronne de France. mmh, Il est donc l'aîné par rapport à son frère puîné, mmh, mais il est inférieur à son frère puisque son frère devient roi d'Espagne. C'est mmh. pas simple, hein? Oui. Oui, alors justement, donc quand en 1700, hem, celui qui est le duc d'Anjou, qui est né en décembre 1683, donc qui a, mmh, 1 an et quelques mois de moins que le duc de Bourgogne, enfin il est très proche en âge de son frère aîné, est appelé à la couronne d'Espagne. Hem, il est effectivement assez intéressant de voir que, pendant le voyage qui conduit les 3 princes, parce que le duc de Bourgogne et leur dernier frère, le duc de Berry, accompagnent le duc d'Anjou, donc nouveau Philippe V, d'Espagne, jusqu'à la frontière, à l'hiver 1700. Le bah, le nouveau roi d'Espagne bénéficie d'un traitement à part C'est et évident. donc en traversant le royaume, jusqu'à la frontière,
le duc de Bourgogne est avec son petit frère, si je puis dire, le duc de Berry, et leur autre frère est voilà, traité différemment d'eux. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez. Alors, oui, c'est difficile, là encore, d'imaginer ce que pouvait penser Sûr. voilà, le duc de Bourgogne de cette situation. Euh, mais c'est vrai que c'est amusant d'ailleurs de lire les lettres que s'échangent ces deux princes, parce que le duc de Bourgogne parfois conseille son frère en tant que frère aîné, mais en même temps, il n'a pas du tout les responsabilités qu'a son frère qui règne sur l'Espagne. Donc c'est oui, une situation assez, assez étonnante. Mmh. Alors je l'avais noté de façon à pouvoir le dire à nos auditeurs, mais en 2000, avait été publié par un historien qui s'appelle Christophe Leventhal, un livre qui s'intitule «La route royale» et qui raconte justement l'itinéraire du 4 décembre, 1700, Mhm, j'imagine, au 20 avril mhm, 1701, mhm, qui est donc le voyage aller-retour, hein, mhm, que vont faire le duc de Bourgogne et le duc de Berry pour accompagner leurs frères en Espagne, et ensuite ce retour, un peu comme un mhm, voyage d'apprentissage, j'allais dire mhm, initiatique, c'est mhm, pas le bon mot, mais un mhm, voyage d'apprentissage sur les grandes mhm, réalisations, les voir rencontrer mhm, Riquet, voir le canal du mhm, Midi, enfin, mhm, j'avais beaucoup aimé mhm, ce livre, et c'est à ça fait partie de l'éducation mhm, extraordinaire, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on parle de cette éducation. Moi, j'ai été éblouie par ce feu d'artifice intellectuel mhm, qui entoure ces jeunes mhm, hommes. mhm, Alors, ils en font plus ou moins bon usage, il y a une patte de leur nature mhm, qui est plus ou moins réceptive, mhm, évidemment, mais le choix de leur entourage, le foisonnement intellectuel de cette époque est totalement éblouissant. mhm. Oui, alors une historienne de l'éducation des princes, Pascale Mormiche, qui a écrit un livre il y a quelques années sur l'éducation des princes, écrit que jamais Prince n'avait bénéficié d'une telle mobilisation des moyens de l'État, si on peut dire, pour son éducation. Et c'est vrai que le duc de Bourgogne et ses frères ont deux personnalités exceptionnelles auprès d'eux, c'est-à-dire leur gouverneur, le duc de Beauvilliers, est un personnage un peu oublié maintenant, mais qui est un personnage très présent, très proche de ses élèves, en qui le duc de Bourgogne a toute confiance, qui est très aussi, enfin, qui a beaucoup de sens moral, de vertu, et leur précepteur qui est plus connu, qui est Fénelon. Euh, mais à ces deux personnages, il faut effectivement adjoindre pour chaque discipline les noms les plus qualifiés. Alors on peut, par exemple, citer pour la musique Couperin, le grand Couperin, le compositeur. Euh, pour le dessin, qui est le loisir favori des trois princes, des noms comme Israël Sylvestre, comme Sébastien Leclerc. Enfin, voilà, il bénéficie vraiment d'un entourage très, disons, tous les moyens sont mobilisés pour leur éducation. Et c'est vrai que l'avantage peut-être aussi que le duc de Bourgogne a sur certains de ses prédécesseurs, c'est que il est héritier de la couronne, mais il est héritier en second, si je puis dire. C'est-à-dire que, contrairement à son père, par exemple, il est moins exposé. Et c'est vrai que le duc de Beauvilliers est assez attentif, par exemple, à ménager des sortes de retraites pour les princes, par exemple, à Noisy, enfin dans le parc de Versailles, un château aujourd'hui détruit. Mais donc, les conditions les plus favorables. Et c'est vrai que pour revenir à ce voyage en Espagne, alors je vous remercie pour cette référence que je ne connaissais pas. Vous voyez, il faudrait que j'enrichisse encore. On Exactement. peut toujours enrichir un livre en s'appuyant sur voilà, des travaux qu'on n'a pas connus au moment de la rédaction du livre. Mais c'est vrai que ce voyage leur permet de s'arrêter dans
dans les principales villes du royaume qui se trouvent dans leur itinéraire et finalement de chaque fois pouvoir, se rendre compte à la mesure Oui, de ce qu'on leur voilà, montre, de ce bien qu'on leur sûr. montre, voilà, mais des C'est réalités mieux que de n'être allé qu'à Cherbourg. voilà, oui, oui. Voilà. Mmh. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, aujourd'hui au Mardi de la Mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Jean de la Rochefoucauld qui publie chez Perrin une biographie consacrée au duc de Bourgogne. Je donne ces dates pour qu'on sache de quel duc de Bourgogne il s'agit. 1682-1712, c'est-à-dire l'un des 3 petits-fils de Louis XIV et le père de Louis XV. Personnage qui mérite vraiment toute l'attention que vous lui avez portée, Jean de la Rochefoucauld, dans cette biographie. On parlait des relations qu'il a pu avoir avec les enfants de Louis XIV et de Madame de Montespan, avec son père. Il y a un personnage évidemment central et qui ne va faire que devenir de plus en plus important dans l'existence des uns et des autres, c'est Madame de Maintenon. Vous nous montrez, il y a une progression dans leur relation, une progression même dans... pas que dans les relations sentimentales ou affectueuses, qui sont peut-être des mots inappropriés, mais dans la façon avec laquelle elle va porter son regard sur lui, puis s'occuper également de lui dans toutes les formes de l'éducation, en maîtresse art d'éducation qu'elle fut. Oui, alors effectivement, c'est une relation qui est marquée par plusieurs étapes et qui est assez fluctuante. À vrai dire, elle donne l'impression de ne pas s'intéresser beaucoup à lui, dans les premières années de son existence. Alors peut-être, nostal par exemple, on aurait pu, penser qu'à la mort de Marianne de Bavière, à la mort de la dauphine, de la mère du duc de Bourgogne, madame de Maintenon, prenne la relève, si je puis dire, ou en tout cas, hem, voilà, manifeste une présence maternelle auprès du duc de Bourgogne et ça n'est pas le cas, mais elle s'intéresse tout de même, évidemment au petit-fils de son époux, hem, d'abord parce elle est proche de Fénelon. Elle a pour Fénelon beaucoup comment dire? Dans les premières années en tout cas, de l'éducation du duc de Bourgogne par Fénelon, elle est très marquée par cette figure spirituelle avant que, elle ne s'en éloigne de façon assez fracassante, quand, heu, quand le scandale lié à madame Guyon, c'est-à-dire cette mystique, qui, voilà est écartée par l'Église et notamment que, l'évêque de Chartres, Godard des Marais, qui veille sur la maison de Saint-Cyr dont s'occupe, madame de Maintenon, voilà, ne veuille tenir à distance cette madame Guyon. Enfin, dans une première phase, madame de Maintenon apprécie Fénelon et donc s'intéresse au duc de Bourgogne de cette façon. Mais ensuite, elle est sans doute parmi les responsables de l'éloignement de Fénelon par Louis XIV et donc de cette façon, elle a des rapports avec le duc de Beauvilliers qui sont, heu, un peu ambigus, enfin elle n'est pas très proche du duc de Beauvilliers, mais voilà, de temps en temps, il y a des périodes de meilleure entente, mais surtout madame de Maintenon va beaucoup s'occuper de la duchesse de Bourgogne à son arrivée en France, hem et donc de Marie-Adélaïde de Savoie, la future épouse du duc de Bourgogne, qu'elle prend vraiment sous sa coupe. Là, elle marquera vraiment, une attention très grande et puis ensuite, effectivement, tout au long de la vie du duc de Bourgogne, madame de Maintenon, aura une attention plus ou moins grande
le petit-fils de Louis XIV. Mmh. Et lui-même, en tout cas au travers de votre biographie, on sent que c'est un personnage, qui compte. Enfin, il ne la traite pas comme un personnage secondaire. La vie de Oui, madame de Maintenon, c'est la vie de madame de Maintenon. oui, oui, oui. Oui, à cet égard, on peut dire que les relations entre le duc de Bourgogne et madame de Maintenon n'ont rien à voir avec les relations que le duc de Bourgogne peut avoir avec mademoiselle Chouin, dont on dit qu'elle était l'épouse morganatique du grand dauphin, c'est-à-dire voilà, d'une certaine façon l'équivalent de madame de Maintenon pour le grand dauphin. Non, non, il est très attentif aux avis de madame de Maintenon. Et alors c'est plus tard dans sa vie, mais quand il est confronté à des difficultés, notamment dans ses campagnes militaires, il correspond beaucoup avec madame de Maintenon. Et euh, disons que c'est pour lui un moyen de, comment dire aujourd'hui, faire passer des messages à Louis XIV aussi. C'est voilà, euh, un intermédiaire très, très précieux. Mmh. Alors, on voit dans votre biographie, Jean de La Rochefoucauld, que le duc de Bourgogne est assez tôt, associé à, heu, non pas à la politique, mais en tout cas associé, à l'apprentissage Mhm, de la vie politique, à l'apprentissage, de la façon de gouverner et associé également assez tôt aux campagnes militaires qui mhm, sont nombreuses et peut-être qu'au début de l'émission, lorsque je parlais de cette, «hantise» entre guillemets de savoir, ce que le roi va penser de nos actions, et bien, on en a là sur les champs de bataille, l'exemple le plus manifeste, hein. mhm, Chacun des mouvements, ou des mhm, non-mouvements justement des personnages, d'abord déjà le fait d'être choisi pour aller sur un champ de bataille, c'est déjà quelque chose. mhm. Oui, c'est un enjeu considérable parce que euh, dans les mentalités de l'époque, l'illustration militaire, enfin, l'illustration sur un champ de bataille et ce qu'il y a de mieux, de meilleur. Et c'est aussi pour un prince l'occasion de servir, comme on dit, c'est-à-dire le duc de Bourgogne, dans certaines de ses lettres, euh, notamment à son frère, le roi d'Espagne, on parlait tout à l'heure de leur correspondance, mais dit qu'il, euh, non pas qu'il se morfond, mais enfin en tout cas qu'il n'a pas envie de rester à Versailles ou à Marly ou Fontainebleau, euh, sans rien faire d'utile pour le service du roi. Et c'est vrai qu'à cet égard, une campagne militaire permet vraiment d'être aux avant-postes de l'engagement. Euh, et pour Louis XIV, c'est aussi le moyen d'acquérir de la gloire, c'est-à-dire voilà, de marquer par des actions d'éclat, d'accroître le prestige de la dynastie et puis euh, voilà, de marquer son temps et ses contemporains. Alors le problème, c'est que ces princes n'ont pas souvent enfin, sont envoyés commander des armées sans avoir peut-être la formation requise. Alors évidemment, ils ont une formation théorique très, très avancée, mais ils sont commandants d'armée. Alors souvent, ils exercent un commandement nominal, mais il leur revient quand même de prendre des décisions. Et bon, parfois, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Oui, puis il y a des conflits d'intérêts, Voilà. sur ces champs de bataille, entre, les différents, je crois que c'est dans la biographie du Grand Condé où on voit Louis XIV qui est assez lié à son neveu Orléans, d'un point de vue de, l'entente, des Mhm, caractères, mais qui, très souvent ne le fait pas venir sur les champs de bataille parce que, il y a des questions de préséance, il faut mhm, pas et on voit bien là avec, mhm, les rivalités qu'il peut y mhm, avoir entre, Vendôme, mhm, Maine, mhm, et le duc de Bourgogne, mhm. c'est compliqué. Oui, oui, oui. Oui, parce que évidemment, chacun d'entre eux veut se faire valoir
et surtout aussi peut-être parce que, dans le cas de la rivalité entre le duc de Vendôme et le duc de Bourgogne, hem, il s'agit d'un commandement partagé entre 2 hommes et finalement, il est très compliqué heu, pour une armée d'avoir 2 chefs qui ne s'entendent pas, qui ont des conceptions différentes. Hem, voilà, c'est une situation qui est très propice à l'échec et voilà, à la mésentente. Mmh. Alors Jean de La Rochefoucauld, il y a quelque chose que nous n'avons pas fait, dans cette émission, c'est qu'on l'a pas décrit ce charmant duc de Bourgogne. À quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'on a une idée un peu de la couleur de ses yeux, de sa taille, de son aspect physique? Alors les portraits de l'époque, par exemple le portrait de Rigaud qui est dans le salon de l'abondance du château de Versailles que j'ai choisi comme couverture, en donne évidemment une image flattée, c'est-à-dire qu'il apparaît dans toute la prestance de justement du commandant, des armées. Et la réalité est différente parce que, alors peut-être d'ailleurs, en raison de la grande consanguinité, voilà, il descend 3 fois d'Henri IV, enfin, évidemment, comme tous les princes de l'époque, il est issu de mariages, hem, voilà, consanguins. Toujours est-il que, enfin, très jeune, les contemporains remarquent, qu'il est voûté, un peu bossu, qu'il boite. Alors la Palatine dit qu'il a une jambe plus courte que l'autre. Enfin, alors très jeune, il porte un corset pour redresser sa taille, mais ça ne ça n'empêchera jamais voilà, malheureusement qu'il garde, cette silhouette. Il est décrit comme ayant des cheveux un peu bouffants, enfin une coiffure, voilà un peu exubérante. Alors la couleur de ses yeux, serait difficile à donner. D'ailleurs, c'est rare qu'à cette époque on Oui. indique la couleur des yeux. Ce qu'on dit, c'est qu'il a un regard intense. Hem, pour le décrire physiquement, on pourrait dire que, il a une physionomie très expressive, mais que voilà, sa silhouette est contrefaite, d'un mot. Voilà, il est pas très épais non plus. Enfin voilà, une silhouette un peu gracile. Bon, c'est pas le plus beau des hommes, Oui, oui, oui. visiblement. Mais quand on voit la description de son épouse, Marie-Adélaïde de Savoie, dont tout le monde pourtant vante le charme, Mmh. enfin c'est la petite princesse Mmh. chérie de la cour de Louis XIV, les descriptions physiques qui sont faites d'elle ne sont pas non plus, Mmh. enfin on la verrait peut-être de nos jours, Mmh. c'est pas un canon de Oui, beauté, hein, oui, oui. visiblement. Alors elles ont quasiment le même âge puisqu'elle est née en 1685, donc Oui. elle a 3 ans de moins que lui et elle mourra, bah, évidemment, quelques jours avant lui en 1712 et ils se sont mariés en 1697 Mmh. donc elle va, le suivre, et suivre la vie de la cour de Versailles pendant une quinzaine d'années, ce qui, là aussi, nous change de nos entre guillemets «premières dames», qui ne restent pas, bien longtemps, chez nous. Et donc nous l'avons décrit ce duc de Bourgogne. Alors, il y a beaucoup de portraits, hein, je regardais, parce qu'il peut paraître comme un personnage un Mmh. peu anecdotique, Mmh. même si on sait l'importance qu'il avait dans la succession de la dynastie. Mais il y a beaucoup de portraits et notamment il y a un portrait de lui que j'ai vu très récemment parce qu'il se trouve que je suis allée au musée promenade du château de Marly. Mmh. Il y a un très beau portrait du duc de Mmh. Bourgogne, qui est présenté dans ce château dont je conseille grandement la visite aux auditeurs parce qu'il est, bien qu'il n'en reste plus Mmh. grand-chose, mais dans la partie vraiment musée, il y a de très belles pièces et comme j'y suis allée il y a pas très longtemps, j'ai lu avec émotion, un passage de votre biographie où vous mettez en scène le duc de Saint-Simon, qui je crois amène au pied de Oui, l'abreuvoir, oui, oui. Beauvilliers, c'est ça, hein? Oui, l'abreuvoir
terroir qui existe encore, pour le coup, qu'on Exactement, et repère bien à Marly. on peut tout Oui, à fait se promener, imaginer oui, qu'on oui. est à Mhm, cet endroit où ces oui, deux grands mhm, discutent de mhm, comment mhm, prendre et éduquer oui, mhm, le duc de Bourgogne. C'est très émouvant. Et le duc de Bourgogne a fait partie de ces grands moments à Marly, hein, oui, oui, oui. Alors, le duc de Bourgogne est mort d'ailleurs à Marly, et donc exactement. c'est un lieu qui est très associé à sa mémoire. Mais c'est vrai qu'on peut encore, se promenant à Marly, imaginer les pavillons et imaginer cette, liberté peut-être plus grande qui n'existait à Versailles pour, ce type de conversation, voilà, un peu à l'écart de Oui, bien sûr. Puis je trouve que ce qui est très bien fait à Marly, c'est que, parce qu'on oublie que Marly, c'était finalement presque un château décor, hein, mmh, les matériaux employés, c'est un petit peu comme les maisons de Los Angeles qu'on a vu mmh, partir en fumée. Enfin, on se dit comment est-ce qu'on peut construire de nos jours ce genre mmh, de choses. Marly, c'était presque un décor mmh, éphémère, hein, et les pavillons encore davantage. Mais comme ils ont mis des socles en béton, mmh, enfin, on visualise oui, très mmh, bien ce qui n'a pas été fait, par exemple, dans le parc de Saint-Cloud, ce qui est un peu dommage, mmh, parce qu'on ne visualise pas du coup les emplacements du château disparu. Mais Marly, on imagine très bien ce lieu mmh, extraordinaire où effectivement le duc de Bourgogne passera du temps. Et même si... Alors, on chasse le loup, hein, mmh, c'est la génération de la chasse au loup, hein. mmh, Alors lui, c'est pas un grand chasseur, vous l'avez dit tout à oui, l'heure, mmh. mais c'est la chasse au loup. Et notamment, son père, le grand dauphin, Mmh. qui lui, on a l'impression parfois à lire, certaines sources que, c'est son occupation, je ne dirais pas sa seule occupation, mais en tout cas, vraiment il passe l'essentiel de son temps à, voilà, courir le loup, ouais, mmh. Mmh. Alors le duc de Bourgogne, épouse donc cette, fameuse Adélaïde de Savoie, ce qui est vous parliez de consanguinité, mais alors là, on retombe quand même dans un phénomène, assez incroyable où, 2 des petits-fils, de Louis XIV Mmh épousent 2 des petites filles, mh. du duc d'Orléans. Donc, Mmh on est vraiment dans, mh. la famille, proche. Et mais malgré tout, ça ne suffit pas à rendre harmonieux les relations parce que, on se retrouve avec des pays en guerre, entre, le père d'elle et le Mmh. grand-père de lui. On est ennemis alors qu'on est mariés. Oui. Et là aussi, ce sont des situations que, nous, hommes et femmes du XXIe Mmh. siècle avons un peu de mal à, enfin, je dirais, la génération de nos grands-parents ont connu ça, Mmh mh. pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, Mmh. mais ça devait être Oui, c'est compliqué. vrai que, effectivement, le mariage du duc de Bourgogne, est la conséquence directe de la paix de Turin en 1696, qui est l'une des paix, qui met un terme à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et hem et le mariage de la sœur de Marie-Adélaïde de Savoie, Marie-Gabrielle, avec, le duc, enfin avec le roi d'Espagne, hem, est censé, garantir, sceller une paix entre, le duché de Savoie et le royaume de France. Sauf que finalement, duc de Savoie, qui passe pour une sorte de Machiavel, de son temps, est, entre 2 États, le royaume de France et l'Autriche de l'autre côté. Et donc finalement, comme, souvent les petits États, il cherche à monnayer ses appuis, à tirer son épingle du jeu de la situation avec, pour les contemporains, oui, une forme de duplicité. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Duc de Bourgogne, tout Oui. simplement, puisque quand on est le duc de Bourgogne, on n'a pas besoin d'en dire davantage, hein. Père de Louis XV, petit-fils de Louis XIV, aux éditions Perrin, par Jean de la Rochefoucauld. Dans les
6-7 minutes qui nous restent, Jean de La Rochefoucauld, je ne voudrais pas que nous terminions cette émission sans avoir abordé la question de sa pensée politique qui fait partie de votre réflexion dans votre ouvrage. Ça n'est pas de l'Uchronie, c'est de la réflexion de l'historien. Qu'est-ce que aurait pu donner le duc de Bourgogne s'il avait régné et très intelligemment, vous nuancez de toute façon en disant, voilà, on peut dire ce que l'on imagine au vu de ce que l'on sait de sa pensée. Maintenant, on sait très bien qu'une fois qu'on a le pouvoir effectif, on peut agir différemment. Mais quelle était sa pensée dans le début des années 1710, puisqu'il meurt en 1712, lorsqu'il est véritablement devenu l'héritier de la couronne à la mort donc, de son père, qui meurt, je rappelle, le 14 avril 1711. Alors, effectivement, comme vous le dites, cette question restera toujours ouverte, puisque par définition, n'ayant pas régné, il ne peut avoir démontré dans l'exercice du pouvoir ce qu'aurait donné l'application de son projet politique, si tant est qu'il en avait un. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que, effectivement, et c'est particulièrement vrai à la mort de son père, le grand dauphin, c'est que c'est un prince très scrupuleux, très consciencieux, euh, très, très imprégné du sens de ses devoirs, et qui donc travaillait beaucoup, s'attachait à connaître toutes les matières qu'il avait à traiter de façon vraiment approfondie. Euh, donc c'est quelqu'un qui, avant de parler de sa pensée, se caractérisait par vraiment la volonté de bien faire. Et pour parler de sa pensée, il faut se référer aux personnages dont il était proche, à commencer par Fénelon. Saint-Simon, que nous avons cité, dit que il suffit de lire les aventures de Télémaque pour connaître la pensée du duc de Bourgogne. Et je dirais que c'est une pensée qui est marquée par son temps, c'est-à-dire que dans les années 1700-1710, la France est très meurtrie par... on n'est plus dans le contexte que j'ai évoqué de la naissance du duc de Bourgogne, mais on est dans une période où la guerre de succession d'Espagne a beaucoup affaibli le royaume, où le grand hiver de 1709 s'est aussi traduit par des souffrances terribles dans la population. Et donc, il est marqué par cette volonté de paix, euh, mettre un terme aux guerres de son grand-père, et, et de justice, j'allais dire en tout cas cette volonté de soulager les souffrances de ses sujets. Sur le plan peut-être de l'équilibre des pouvoirs, il est aussi marqué par une forme de restauration. Alors on peut dire de son projet politique que, pour le dire d'une formule, qu'il s'agit de retrouver l'âge d'or. C'est ce à quoi Fénelon l'appelle dans les aventures de Télémaque. Mais disons une sorte d'équilibre, la restauration des prérogatives de l'ancienne noblesse par rapport aux ministres, au pouvoir des bureaux, par exemple. Une volonté aussi de peut-être développer des conseils plutôt que des ministres, qui trouvera son prolongement dans la polysynodie du régent des premières années de la régence, c'est-à-dire une volonté euh, alors peut-être pas de rupture avec l'absolutisme, mais c'est difficile de traduire dans des mots. Et puis en plus, Louis XIV reste finalement le modèle qu'il a sous les yeux. Donc, voilà pourquoi il faut être nuancé, parce que on se dit qu'il aurait peut-être suivi davantage les traces de son grand-père que certains de ses partisans n'auraient voulu qu'il le fît. Mais euh, en tout cas, oui, tout porte à croire que il aurait exercé le pouvoir dans le sens une plus grande concertation, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas en, en essayant aussi de susciter des États dans les provinces, euh, voilà une forme de respiration du pouvoir après cette concentration absolutiste.
qu'il meurt en février 1712, quelques jours après son épouse. Et, et on sait que leur fils meurt également et qu'il ne reste que le petit Louis XV qui deviendra le grand Louis XV Mmh. à la mort. À la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715. J'étais très touchée par cette phrase que je n'avais jamais lue, que vous citez, Jean de la Rochefoucauld, dans votre biographie consacrée au duc de Bourgogne, lorsque Marie-Adélaïde de Savoie met au monde son deuxième fils en 1707, après avoir Mmh. perdu son fils aîné 2 ans auparavant. Elle dit « Je ne vais voir mon fils que très rarement pour ne point trop m'attacher ». Mmh. Très touchant et voilà, c'est toute une époque évidemment. Mmh. Merci beaucoup Jean de la Rochefoucauld Merci. de cette très belle biographie. On en a donné un petit aperçu à nos auditeurs. Le Duc de Bourgogne aux éditions Perrin par Jean de la Rochefoucauld. J'ai vraiment été très enchantée et intéressée par cette lecture et je vous en remercie beaucoup. Chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.